gardien de refuge. Alors, on va pour parler de gardien de refuge, on va peut-être imaginer la journée d'un gardien de refuge, c'est quoi? Ça commence par le petit-déj pour les clients. Donc nous, on se lève pas mal avant pour faire chauffer et mettre en place, puis le petit-déj. La facturation, on en fait aussi un peu le soir, mais on en fait beaucoup le matin. Les gens partent en randonnée. Nous, pendant ce temps-là, on attaque le ménage de tout le bâtiment, qui est assez grand. Voilà. Ensuite, on a quelques personnes qui se restaurent à midi, mais c'est souvent de la restauration un peu rapide. Plat du jour, omelette, ce genre de choses, sandwich. Et puis, dès l'après-midi, on commence à préparer le repas pour le soir. On accueille les clients qui arrivent au fur et à mesure. Donc, il y a des consommations. On place les gens dans les dortoirs, on leur explique le fonctionnement du refuge. Voilà. Et puis, on enchaîne sur le repas le soir à 19 h. Et puis, nous, bien sûr, on termine plus tard, puisqu'il faut, après le repas, tout nettoyer, tout ranger, prêt pour le lendemain. Et quelques factures encore au moment du repas le soir. Voilà, l'après-midi, on en profite quand on est assez nombreux pour faire une pause à tour de rôle. Voilà, nous, avec Laurent, on est 2 gérants, donc on est là quasiment tout le temps. Et après, on a aussi 3 salariés qui travaillent avec nous en pleine saison. Alors, ce que les gens oublient, c'est que le supermarché le plus proche n'est pas à côté. Et qu'on voit avec les pommes de pain derrière nous, là. Donc, la logistique est un élément important du métier de... Ouais, c'est primordial dans le sens où voilà, on est en plus ici on est quand même très isolé, il n'y a pas d'accès véhicule, donc c'est qu'à pied. Donc le portage est quand même assez compliqué, on en fait le minimum, mais ça arrive qu'on en fasse en urgence, et sinon c'est un hélico, donc l'hélicoptère, donc on prévoit les commandes une dizaine de jours avant. Et ensuite l'un d'entre nous descend, il va faire les courses. Donc on a un ou deux grossistes en épicerie principalement, et ensuite on travaille avec beaucoup de petits producteurs. Donc ça nous demande, avec notre fourgon, la remorque éventuellement, de faire le tour dans les vallées pour récupérer la marchandise. Donc l'épicerie, la viande d'un côté, le fromage du coin, ça c'est du pain qui est de Bona qui rasène dans la vallée à côté, la bière, mais aussi le gasoil pour le groupe électrogène. Voilà. En gros, c'est 4-5 jours de boulot de mise en place pour l'hélicoptère. Et ensuite, l'hélicoptère est prévu à une date, et si la météo est bonne, la marchandise monte par bague. En gros, ces bagues, c'est des gros conditionnements de 700-800 kg. Voilà. Une fois que c'est ici, il faut tout ranger dans le refuge. Donc ça demande aussi pas mal de travail. Donc c'est des journées en effet où on est quand même pas mal occupé. Et il faut imaginer que celui qui est en bas qui fait les courses, bien forcément il manque à l'équipe en haut. Donc voilà, c'est aussi plus de boulot ici en amont, en attente de l'héliportage. Alors en termes de volumétrie, ça représente combien Bon, la saison, déjà on va parler d'un peu de la saison. Et puis sur le plus gros de la saison, combien on accueille les personnes pour les faire dormir, pour les restaurer, etc. On est sur un petit peu plus de 3000 personnes ici au refuge, des Estagnos, avec un accès qui est quand même pas facile, avec 1300 mètres de dénivelé et près de 4 heures de marche pour l'accès. Donc il y a du monde, mais c'est le Valier qui est un gros appel d'air. Et ensuite, on a monté des boucles de randonnée qui nous permettent d'avoir une clientèle un petit peu différente que l'accès Valier classique. Et on a monté un transfrontalier qui s'appelle Passarane, par exemple, qui tourne pas mal avec près de 800 personnes qui sont sur ce circuit. Alors quand on parle de 3800, c'est quoi, par jour ou c'est dans la saison? Non, dans la saison. Dans la saison, malgré un gros refuge qui fait 74 places. Du coup, ça fait du monde, ouais. Quand même, ça fait du monde. Et avec des gros creux dès qu'il fait mauvais. Dès qu'on est en montagne, forcément, il y a des jours où il ne faut pas aller en montagne, il ne fait pas beau et on reste en bas. Okay. Alors, on parle de gardien de refuge, mais j'allais demander, c'est quoi la plus grosse qualité pour s'occuper d'un refuge? C'est pas garder le refuge, si? Parce qu'il y a des gens qui voudraient le prendre. La plus grosse qualité, je pense que c'est déjà l'empathie avec les gens, et puis aussi l'amour de la montagne qui fait que on est prêt à accepter des conditions de travail un petit peu dégradées parce qu'on est loin de notre famille, on est dans un environnement qui peut être un peu extrême au niveau chaleur, au niveau froid, etc. Et puis on a des conditions de travail qui sont très limitées, par exemple sur l'énergie, on est obligé de tout le temps faire attention à comment on dépense notre énergie, sur des gestions de stock qui sont compliquées, des cuissons avec une température qui n'est pas jusqu'à 100 degrés vu qu'on est en altitude, donc plus longue, tout cela doit être adapté comme ça. Oui, c'est vrai que les nouilles, c'est plus long que... C'est plus long ici.
Moi, je rajouterais donc, ouais, l'accueil est important, donc ce dont parlait Laurent, mais la qualité de la restauration est importante. En tout cas, ça a toujours été le cas pour nous. Ça l'est pour la plupart des gardiens, hein, dans tous les cas. Voilà. Et puis la propreté des lieux, parce que voilà, dans les 3000 clients dont on parle, ce sont des gens qui dorment, qui mangent chez nous. Parce qu'en plus, il y a du passage aussi déjà à la journée, puis il y a des campeurs qui viennent juste se restaurer ou boire un coup. On a aussi des gens qui dorment, donc la propreté des locaux, des sanitaires, super important à nos yeux, de façon à ce que les gens soient le mieux reçus possible, quoi. Et vous renseignez aussi sur les circuits, sur la météo, j'imagine. Voilà, c'est un relais de sécurité, peut-être aussi, c'est un point d'accès pour le montagnard. C'est même plus qu'un relais de sécurité, hein. C'est-à-dire qu'on est dans les premiers maillons de la chaîne des secours, hein. C'est-à-dire qu'on sert de point de téléphone et d'alerte ici pour les randonneurs en cas de pépin. Et vu que les réseaux sont rarement possibles en altitude, et donc on est... Je me suis perdu, pardon. C'est à cause de moi parce que je suis en train de monter. Ouais. C'est pas un relais CAF, c'est pas un... Non, c'est pas CAF ici. Comité de commune. C'est comité de commune. Ouais. Ok. Alors, oui, tu disais en fait que... Pour la sécurité. Pour la sécurité, Premier à... Et aussi tout ce qui est donné au niveau des conditions météo, des conditions en altitude, surtout en début de saison quand il y a encore la neige, et renseigner sur les différents itinéraires, ce qui nous paraît être sécurité, ce qui ne l'est moins, bien prévenir les gens quand ils s'engagent dans quelque chose. On a quoi? Donc on a de plus en plus d'Espagnols à cause de grâce au Pasaran ou pas? Ah oui, la boucle Pasaran, qui a un peu plus de 15 ans maintenant, nous a amené une forte clientèle espagnole qui découvre le coin en venant donc du Val d'Aran juste à côté, puisqu'on est frontalier ici. Mais on a une clientèle assez large, bon, Grand Sud-Ouest bien sûr. Au mois d'août, on a une clientèle un peu plus vacancière, donc des gens qui viennent de partout en France, mais aussi pas mal de Belges, Hollandais, quelques Britanniques sur le chemin de la Liberté aussi, qui est un itinéraire assez ancien et historique. Donc oui, c'est très large, quoi. Et pour compléter ce que disait Laurent, on passe pas mal de temps, alors nous et les membres de l'équipe, parce qu'on ne travaille pas que tous les deux ici, on est 5 en pleine saison, à répondre aux questions des gens sur notre mode de vie, un peu sur le mode de cette interview, mais aussi sur le milieu, la faune, la flore, un peu la géologie. Voilà, donc on est nous intéressés par la montagne, et l'idée c'est aussi de le partager au maximum avec les gens, quoi. Alors, bien sûr dans la contrainte de temps qui nous est donnée par rapport à l'activité. Alors on est en pleine zone à ours effectivement, hein, et la vallée ici il n'y a que des vaches, donc c'est très peu impacté par l'ours. Alors on sait qu'il circule par là, puisque quand on est en début de saison on a déjà vu des traces dans la neige, donc on sait que c'est un lieu de passage. C'est pas un lieu où il va s'attaquer par un autre gros, vu qu'il n'y en a pas. Par contre les vallées adjacentes sont pas mal impactées, ouais. Donc l'ours fait beaucoup débat. Nous, ça nous concerne pas trop, puisque le fait est que au niveau du tourisme et tout ça, il n'y a pas d'attaque, là ils ne viennent pas manger du pain, des choses comme ça. Enfin, voilà. Non, il peut y avoir, et c'est un débat qui est en train de s'installer en France par rapport aux chiens de troupeau. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chiens de troupeau par rapport à l'ours. Et du coup, oui, forcément que les randonneurs croisent des chiens de troupeau. Alors, c'est de la pédagogie aussi à faire auprès des randonneurs. Il y a certaines choses à faire, d'autres à ne pas faire en présence d'un chien de troupeau qui garde. Voilà, ça se passe relativement bien. On a eu quelques petits pépins dans le passé, mais ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà, après c'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire, hein, l'ours. C'est quelque chose de nouveau à gérer, on va dire, ouais. dans l'information aussi aux clients. Voilà. Avant il y avait les isards. Pour compléter ce que je disais, on a beaucoup de tentes qui viennent s'installer à côté du refuge, hein. C'est surtout post-Covid, là on a énormément de campeurs qui viennent s'installer autour des refuges. On a un point d'eau potable, on a les toilettes, donc ça fait un petit peu appel d'air à tout ce monde. Et il n'y a jamais eu d'histoire de tentes visitées par l'ours parce qu'il y avait de la nourriture dedans ou quoi que ce soit. Donc vraiment, pour l'instant, l'ours ne nous pose aucun problème. D'accord. En parlant de tentes, j'ai vu que donc, les gens peuvent dormir ici, vous louez aussi les tentes et les matelas, je crois, c'est ça? C'est ça. Sauf pas le duvet. Ça, les gens on préfère que les gens prennent leur duvet. Malgré tout, on en a quelques-uns pour détonner. Donc capacité d'accueil, tu parlais de 74. Ouais, c'est ça. Y compris les tentes ou en plus? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des repas en plus avec les campeurs. Que ce soit nos tentes ou les leurs, parce qu'ils peuvent aussi monter leurs tentes là. Mais on limite le soir.
on a des problèmes logistiques, c'est-à-dire que on peut faire manger facilement plus de 80 personnes ici. Mais on a 72 places ou 74 places assises à l'intérieur. Donc s'il fait beau, on peut faire manger des gens en plus sur la terrasse, en même temps que nos usagers du refuge. Mais s'il fait mauvais, on les fait manger en second service. Donc quand on a déjà 74 personnes dedans, si on doit refaire un service avec 25 ou 30 personnes le soir, on se couche plus tard, on se lève très tôt. Donc ça induit une fatigue. Donc on essaie de limiter entre au max 10, 12, 13 repas en plus le soir. Si jamais la météo tourne et qu'on ne peut pas faire manger les gens à l'extérieur, on a vite fait de trouver une table à l'intérieur pour les faire manger pas trop tard, quoi. Alors la saison, c'est mois de mai, fin mai, début juin? Non. Mi-juin. Nous, on commence à ouais. travailler un petit peu plus tard que les autres refuges qui travaillent généralement à partir de début juin, parce qu'on a la neige sur le Valier. Et alors déjà, c'est dangereux. Il y a des coulées. Et en plus, ça s'adresse plus à un public un peu plus expert. Et du coup, piolet crampon, tout le monde ne sait pas l'utiliser. Donc on a très très peu de monde sur le début juin. Le fait est, c'est que ces dernières années, il y a quand même moins de neige qu'avant. Il y a moins de neige d'une façon générale, mais il y a encore moins de neige ces dernières années qu'avant sur le printemps. Donc on va peut-être ouvrir un week-end avant, mais c'est vraiment la neige qui dicte notre ouverture. Et après, on reste ouvert jusqu'au 4 octobre cette année. Donc généralement, on fait le premier week-end d'octobre. Donc particularité, donc il y a le Passaran, il y a la fameuse journée, c'est une soirée gastronomique, c'est ça, avec Géraldine, les chefs ariégeois. On a maintenu des animations, donc il y a la soirée des gardiens, c'est pour l'ouverture. On fait une soirée un peu améliorée avec un apéro compris, qu'on fait nous-mêmes ici. La soirée gastronomie avec Géraldine Portolès, donc du Clos Catala, à Saint-Paul-de-Jarrat. Hier soir, on avait la soirée avec le PNR, Parc naturel régional, autour des oiseaux d'altitude. Il y avait un des gars du PNR là, qui a fait de l'animation hier soir et sur la terrasse un peu ce matin. Ça fait déjà trois dates dans l'été. Et ensuite, octobre, on en parlait, on ferme aussi. Alors on pourrait tirer un petit peu plus, mais on a des problèmes après de gel, de l'eau. Les débits d'eau sont moindres en octobre. Et donc on peut avoir tout le système d'eau qui est gelé. Et donc je vous laisse imaginer, avec beaucoup de clients dans le refuge et tout gelé, ça peut être compliqué pour les toilettes, les sanitaires en général, la cuisine. Et voilà. Bon, allez, en dehors de cette période, donc du coup nos gardiens de refuge là, qui ont bien bourlingué à 2246 mètres, c'est ça, ça. Ils font quoi dans la vie? Non, juste gardien de refuge. On bénéficie en vacances après notre famille tout le reste de l'hiver, voilà, quand on n'est pas ici, quoi. Donc on est très absent pendant 4 mois et très présent le reste de l'année. Okay. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait 4 mois parce que moi je l'ai un peu estimé avec le temps de travail qu'on a en dehors de la saison. Il faut l'estimer à 6 mois temps complet, mais temps complet tous les jours, du lundi au dimanche. En dehors de la saison, on a aussi forcément de la compta, des précommandes, le contact avec les clients, et puis après on est investi dans plusieurs collectifs, dont Passaran, l'association des gardiens, voilà, les réunions avec les élus, les réunions pour développer Passaran. Donc au final, sur l'année, ça représente pratiquement 6 mois de boulot, quoi. Voilà, moi j'étais avant anciennement accompagnateur en montagne, donc j'ai arrêté ça il y a 2 ans, mais j'ai fait pendant longtemps les 2 activités, une surtout l'hiver et au printemps, et l'été ici. Et puis il y avait la formation des gardiens de refuge qui m'intéressait, donc j'ai bossé pour l'ISTIA, donc à fois pendant 10 ans. Ok, toujours en lien avec la montagne. Ouais. Voilà. Moi j'étais en station de ski saisonnier, mais voilà, après c'est toujours pareil, saisonnier, double saison, ça faisait 6 jours des fois par semaine, et le jour de repos, il fallait faire tous les mails du refuge qui étaient en retard, et donc voilà, c'était plus possible.